Plongeons ensemble au cœur des enjeux qui secouent la Méditerranée. Du géant chinois aux vestiges coloniaux français, l'Algérie se retrouve étranglée entre investissements massifs et héritage historique. Aujourd'hui, nous explorons la question. De la Chine à la France, l'Algérie risque-t-elle sa souveraineté maritime? Décryptage. À travers 6 styles narratifs distincts, nous mêlerons récit, méditation, poésie, enseignement, analyse et exhortation, tout en éclairant chaque partie d'une lumière spirituelle inspirée par les versets du Coran et la sagesse d'Allah. Les accords qui font débat au cœur de l'été 2024, sous un ciel azur où les mouettes tournoient, l'Algérie lève le voile sur l'un de ses projets les plus audacieux de la décennie. Un terminal à conteneurs à Cherchell, façonné pour devenir un hub logistique aux dimensions colossales. L'annonce fait rapidement le tour des salons feutrés d'Alger, de Paris et de Pékin. Des images satellites dévoilent un chantier titanesque où engins de chantier chinois s'affairent le long du rivage, ébranlant l'identité paisible de ce port ancestral. Tout commence par une poignée de main entre le président de la République algérienne et l'ambassadeur de Chine, retransmise en direct sur les réseaux sociaux. Les officiels évoquent la création de milliers d'emplois, l'essor des exportations de gaz et de phosphate et l'arrivée de technologies de pointe. Les journalistes, captivés, parlent de modernisation nécessaire, de désenclavement économique, tandis que sur le quai, un drapeau tricolore chinois côtoie fièrement l'emblème du croissant et de l'étoile. Quelques semaines plus tard, un second accord, tout aussi stratégique, est signé. Un partenariat pour le développement d'infrastructures portuaires en eau profonde. La Chine finance en partie les quais et apporte sa flotte de remorqueurs les plus puissants pour desservir les porte-conteneurs géants. En échange, des lignes régulières relieront Cherchell aux ports de Shanghai, Tianjin et Guangzhou. Bientôt, on parle d'un nouveau corridor maritime sino-algérien, d'un axe émergent de la nouvelle route de la soie maritime. Pour les habitants de Cherchell, l'excitation se mêle à l'inquiétude. Au marché central, les anciens évoquent les pêcheurs d'antan qui partaient à l'aube chercher la dorade et l'anchois. Ils racontent comment ces îlots, jadis tranquilles, faisaient vivre des familles entières. Face aux grues gigantesques, certains plaignent une mer industrielle qui dévore peu à peu le paysage. D'autres se félicitent de voir leur ville devenir un pôle de développement, espérant que leurs enfants trouveront ici un métier stable. Sur le plan politique, l'accord cristallise les débats. Les partis d'opposition soulignent le manque de transparence. Quel est le véritable coût de cet emprunt? Demande un député lors de la session parlementaire. Un économiste renommé met en garde contre le piège de l'endettement, rappelant que plusieurs pays africains ont vu leur souveraineté compromise après de lourdes concessions pour rembourser des prêts. Dans les coulisses, les diplomates français observent cette alliance avec une certaine amertume. L'Algérie, ancien territoire d'empire, se tournerait désormais vers l'Orient, reléguant la France au rang de simple partenaire secondaire. Le récit de cette course aux investissements ne s'écrit pas qu'en bureau ministériel. Dans les villages côtiers, les agriculteurs voient arriver des camions surchargés de ciment et d'acier, remontant la vallée pour raccorder Cherchell à Alger par une nouvelle autoroute. Certains anciens sourient, apercevant derrière ces travaux la promesse d'une route plus sûre pour transporter leur huile d'olive. D'autres craignent l'urbanisation galopante, la perte des terrains fertiles et la disparition progressive des vergers ancestraux. Pendant ce temps, les pêcheurs de la bande côtière sud parlent d'un écosystème déjà fragilisé. L'essor des bateaux commerciaux empiète sur les zones de pêche traditionnelles, modifiant les courants et menant à une raréfaction des espèces. Un capitaine local, le regard chargé de nostalgie, compare la mer à un livre ancien dont on efface progressivement les pages. Un jour, elle était pleine de vie. Aujourd'hui, elle devient complexe, presque étrangère. Au-delà des enjeux nationaux et locaux, s'ouvre un débat philosophique. Que signifie la souveraineté quand des capitaux extérieurs pèsent de plus en plus sur les décisions stratégiques? Dans les cafés d'Alger, des universitaires discutent longuement de la balance entre croissance économique et indépendance politique. Certains
estiment que ce partenariat avec la Chine est une opportunité inédite, capable de propulser l'Algérie sur le devant de la scène mondiale. D'autres, plus pessimistes, redoutent que l'endettement n'emprisonne le pays dans un engrenage où il devra céder de nouveaux pans de son territoire, de sa gestion portuaire, voire de sa politique énergétique. À chaque transaction financière, la question sous-jacente demeure. Jusqu'où l'Algérie est-elle prête à s'endetter pour moderniser ses infrastructures? Et à quel prix pour son autonomie? Les voix s'élèvent, tantôt pour célébrer l'audace d'une nation résolue à transformer son destin, tantôt pour appeler à la prudence et à la garde de l'héritage séculaire confié par Allah. Verset « Ô vous qui avez cru, observez vos devoirs envers Allah et n'y mêlez aucune forme de nomination. » Coran 30-33, 5. Question inspirante. Sommes-nous prêts à confier notre futur à des puissances étrangères sans garder le regard tourné vers la souveraineté que Dieu nous a confiée? Dans ce tumulte de grues et de traités, chaque acteur trace sa ligne. Dirigeants, investisseurs, pêcheurs, paysans, citoyens. Tous partageant un même rivage de préoccupations, un même horizon chargé d'espoir et de doute. Sur les quais de Cherchell, la mer reste là, silencieuse, porteuse d'une sagesse immuable qui invite chacun à choisir entre l'audace du progrès et la préservation du droit divin sur la terre et la mer. Le ressac et la souveraineté. Fermez les yeux un instant. Laissez votre souffle se synchroniser avec le rythme immuable de la mer. Imaginez-vous debout, pieds et nus sur le sable fin d'Alger, au petit matin. La brise est légère, presque imperceptible, et pourtant elle porte en elle la mémoire de milliers de navires, de pêcheurs et de voyageurs qui, depuis des siècles, ont foulé ces mêmes rivages. Chaque vague, à son retour, murmure un secret ancien, un appel discret à la vigilance et au respect. Le ressac vous entoure. Il n'est ni doux ni violent, mais il vous parle d'équilibre. Vous entendez le chut de l'eau qui vient mourir contre la plage, puis repartir vers l'immensité. C'est un dialogue silencieux entre la terre et l'univers, un souffle continu qui vous rappelle que rien n'est immuable. Les frontières que dessine le sable sont provisoires. Elles changeront demain, sous l'effet du vent et des courants. Dans ce murmure, percevez la voix d'Allah, créateur des cieux et de la mer. Il a confié à cette étendue une double fonction, celle de nourrir et celle de protéger. Les poissons, les coquillages, les algues, tout ce qui vit dans ces eaux est un don divin, une provision offerte à l'humanité. Mais la mer est aussi une frontière, un dessein mouvant qui exige de la sagesse pour être compris et respecté. Verset « Et c'est lui qui a mis en votre service la mer, afin que vous en retiriez chair tendre et que vous y trouviez des objets qui vous servent de parure. » Coran 16-14. Laissez ce verset résonner en vous comme une cloche silencieuse. Son écho vous invite à la reconnaissance. Chaque perle, chaque poisson, chaque goutte d'eau est une opportunité de gratitude. Et en même temps, il vous met en garde. Quand l'homme oublie la générosité du Créateur, la mer peut se muer en miroir impitoyable de son orgueil. Les tempêtes, les marées, noires, l'érosion des côtes, autant de rappels que la nature ne se laisse pas dompter indéfiniment. Dans votre méditation, contemplez la ligne d'horizon. Où s'arrête la mer et où commence le ciel? Personne ne le sait vraiment. C'est peut-être là le plus beau paradoxe. La souveraineté de l'homme s'arrête où débute l'infini. Les États peuvent poser des bornes maritimes, signer des conventions et déployer des navires militaires, mais la véritable frontière reste celle fixée par le Créateur. Cette limite, intangible, vous pousse à réfléchir. Que sommes-nous face à une telle immensité? Imaginez maintenant la force silencieuse des courants sous la surface. Vous ne les voyez pas, mais vous pouvez les ressentir dans le balancement régulier des vagues. Ces courants tracent des chemins invisibles qui relient les continents et font voyager les navires. Ils symbolisent l'interdépendance des nations. L'eau qui baigne
Alger touche peut-être bientôt la côte espagnole, italienne ou tunisienne. Dans leur danse secrète, ces courants rappellent que la mer unit bien plus qu'elle ne sépare. Pourtant, l'homme a érigé des frontières politiques, tracé des zones économiques exclusives et signé des traités tandis que les vagues continuaient, indifférentes. Vous, spectateurs, êtes invités à méditer sur cette dissonance. Pourquoi limiter ce qui est fait pour circuler librement? Pourquoi vouloir posséder ce qui nous dépasse? Question inspirante. Écoutez-vous la voix du silence marin qui vous rappelle votre responsabilité envers la terre et la mer? Prenez un moment pour laisser surgir vos réponses au fond de vous. Peut-être entendrez-vous l'appel à la protection, à la préservation de chaque dune, de chaque écosystème marin. Peut-être comprendrez-vous que la souveraineté ne se résume pas à des mots gravés sur des cartes, mais qu'elle s'incarne dans chaque geste. Refuser la surpêche, nettoyer les plages, respecter la faune et la flore. Dans ce silence, vous découvrez également la temporalité divine. La mer a vu passer des générations, des civilisations, des empires naître et s'effondrer. Elle demeure, immuable dans son mouvement, témoin de l'histoire humaine. À travers elle, Allah nous enseigne la patience et l'humilité. Vous percevez comment l'homme, quelles que soient ses ambitions, doit toujours se souvenir qu'il est un simple voyageur sur cette terre et sur ses îlots. Respirez profondément. Sentez le sel sur vos lèvres, le sable sous vos doigts. Chérissez ce moment de communion intime avec la création. C'est dans cette présence contemplative que naît la sagesse. Comprendre que l'Algérie, fière de ses ports et de ses routes maritimes, ne peut jamais oublier que la mer est un don, un lien sacré entre les peuples, et non un simple terrain d'enjeux géopolitiques. En revenant doucement de cette méditation, emportez avec vous cette certitude. La souveraineté véritable s'exprime dans le respect et la gratitude envers le Créateur et sa création. La mer, dans son chant infini, reste un guide silencieux pour quiconque veut écouter. La perle menacée. Sous la voûte céleste, la souveraineté d'une nation naît comme une perle enfouie, compacte, iridescente, façonnée par la patience des siècles. Enfouie dans la coquille de la mer Méditerranée, elle recueille la lumière du soleil couchant, transforme l'épreuve de l'eau en éclat pur. Mais cette perle, fragile et rare, craint le poids des mains extérieures. À chaque nouvelle concession, un souffle de pression la frôle, menaçant de la fissurer. La Chine, comme un bijoutier avide, dépose sur la nacre une lame de métal scintillant. Ses capitaux massifs, ses grues titanesques, ses quais en eau profonde. Chaque investissement résonne, tel un coup de marteau sur l'enclume du marché mondial, promettant l'or de l'efficience, mais risquant de briser la délicatesse du joyau. Les chiffres s'étalent en courbes ascendantes, tandis que la perle tremble, comme si elle redoutait de se briser sous l'éclat des néons portuaires. Dans l'ombre des entrepôts aux toits d'acier, la France murmure encore son passé colonial. Ses voix anciennes glissent dans les couloirs de l'histoire, taisant les cris des rivages conquis, évoquant des accords d'avant que la souveraineté algérienne ne s'écrive en lettres de feu. Ces souvenirs imprègnent les méandres diplomatiques, une présence subtile, un écho mélancolique qui rappelle que chaque empreinte coloniale a laissé une cicatrice dans la coquille de la perle. Pourtant, la perle ne vit que par contraste. Elle révèle l'unité des opposés. La pression, lorsqu'elle est mesurée, crée l'éclat le plus pur. L'eau, qu'elle soit douce ou salée, façonne ses reflets. Mais l'excès est mortel. Trop de poids brise la structure intime, trop de concessions éventrent la coquille. Dans l'équilibre réside la beauté préservée. Dans la mesure réside la survie. Regardez les vagues du marché mondial. Elles montent par vagues successives, ourlées, d'écume économique. Chacune porte une invitation au commerce, à la croissance, à l'expansion. Mais, sous la crête blanche, l'onde chancelle et menace d'emporter la nacre. Lorsque la vague de la dette, gonflée par les promesses de prospérité, déferle sur la perle, le contour se fissure,
Un rayon de lumière s'échappe alors, terni à jamais. Dans le silence qui suit la tempête, la perle offre un enseignement. La véritable valeur ne se mesure pas à la grandeur des quais, aux volumes échangés, ni aux contrats signés. La valeur réside dans la préservation de la pureté originelle. Chaque grain de sable, chaque goutte d'eau salée qui touche la perle porte un secret qui lui est unique. L'enjeu n'est pas seulement économique, c'est la sauvegarde de l'âme d'un peuple. Imaginez maintenant le sillage laissé par un navire de commerce. Des traînées d'écume blanche qui percent l'horizon. Ces sillages tracent la route de l'interdépendance, mais ils soulignent aussi la vulnérabilité. Car la perle doit résister non seulement au fardeau, mais aussi au passage répétitif des géants marins. Chaque sillage laisse une caresse ou une blessure. Le choix de la trajectoire détermine le sort du joyau. Au-delà du tangible, la perle incarne l'héritage culturel, la langue, la musique, les savoir-faire transmis de génération en génération. La nacre renferme les reflets des dialectes berbères et arabes, la lumière des contes nomades et des chants des pêcheurs. Chaque ombre ondulante sur la surface évoque une note du luth andalou, un vers du poète. La perdre, c'est renoncer à ces chants qui tissent le fil du temps. Verser, et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos langues et de vos couleurs. Coran 30, 22. La perle, vulnérable et merveilleuse, rappelle que c'est dans la diversité et la préservation de l'essence que réside la puissance durable. Elle nous enseigne l'humilité face aux forces en présence et l'importance de défendre chaque éclat de notre identité. Question inspirante. Comment préserver la nacre de notre identité nationale quand les vagues du marché mondial semblent vouloir la dissoudre? Les droits maritimes expliqués. Pour bien comprendre les enjeux de la souveraineté maritime de l'Algérie, revenons d'abord aux principes fondamentaux posés par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, UNCLOS, ratifiée en 1982. Cette convention, qui fait aujourd'hui office de code juridique pour plus de 160 États, définit plusieurs zones maritimes, chacune conférant à l'État riverain des droits et des devoirs spécifiques. Les zones de souveraineté et de juridiction. Mer territoriale jusqu'à 12 000 marins, l'Algérie exerce une pleine souveraineté, comparable à celle sur son territoire terrestre, sur ses îlots, incluant le droit d'y lever des taxes, de contrôler les navires étrangers, passage inoffensif, et de gérer les ressources biologiques et non biologiques, zone contiguë, de 12 à 24 000 marins. Ici, l'Algérie peut prévenir et réprimer les infractions à ses lois douanières, fiscales, sanitaires ou migratoires. Zone économique exclusive, ZEE, jusqu'à 200 000 marins. C'est la zone clé pour l'économie maritime algérienne. L'État jouit de droits souverains exclusifs pour explorer, exploiter, conserver et gérer les ressources naturelles, qu'il s'agisse de la pêche, des hydrocarbures sous-marins ou des minéraux. Importance stratégique de la ZEE pour l'Algérie. L'Algérie possède l'une des plus vastes ZEE de la rive sud de la Méditerranée, s'étirant au départ du cap d'Efer en Oranie jusqu'à la frontière maritime avec la Tunisie. Sur cette étendue d'environ 200 000 marins, l'État peut développer la pêche artisanale et industrielle, garantir la sécurité alimentaire et maintenir l'emploi dans les régions côtières, mener des explorations pétrolières et gazières. Plusieurs gisements offshore ont déjà été identifiés et forés, contribuant à l'essentiel des exportations énergétiques du pays. Installer des infrastructures de recherche océanographique pour surveiller les écosystèmes, anticiper les risques climatiques et préserver la biodiversité marine. Les concessions portuaires et l'accès privilégié de la Chine. Dans le cadre de l'accord signé à Cherchell, la Chine a obtenu des créneaux exclusifs d'amarrage pour sa flotte commerciale, garantissant un accès prioritaire pour le déchargement et le chargement des marchandises.
Cette exclusivité peut réduire la flexibilité de l'Algérie pour accueillir d'autres partenaires ou ajuster l'usage des quais en fonction de besoins nationaux prioritaires. Des licences d'exploitation à long terme pour certaines zones portuaires, profitables pour la Chine en termes de frais de manutention, mais qui lignent l'Algérie à des modalités financières potentiellement lourdes, loyers, redevances fixes, etc. Un droit de préemption sur l'extension future des infrastructures, ce qui peut en limiter la maîtrise par les autorités algériennes et réduire la capacité du pays à renégocier des termes plus favorables ultérieurement. Les intérêts français et la logistique militaire héritière de décennies d'influence en Méditerranée, la France a conservé des droits d'accès pour ses navires de la marine nationale dans certains ports algériens, hérités des accords de coopération sécuritaire post-indépendance. Un réseau d'escales diplomatiques pour ses patrouilles maritimes de surveillance, notamment pour lutter contre la contrebande, la migration irrégulière et le terrorisme maritime. Une présence technique dans les écoles de formation navale algériennes, où certains enseignements et matériels pédagogiques proviennent encore de l'école navale française. Ces arrangements, bien qu'ayant apporté des bénéfices en matière de sécurité régionale, limitent potentiellement l'Algérie dans sa capacité à diversifier ses partenariats stratégiques et à moderniser intégralement sa marine nationale selon ses propres priorités. Enjeux et équilibre à trouver. L'ouverture portuaire à la Chine permet un financement massif des infrastructures et un transfert de technologies. Elle contribue à la création d'emplois et à l'amélioration de la connectivité commerciale. Cependant, elle doit être pesée face à la préservation des droits souverains. S'assurer que toute concession portuaire reste réversible et négociable pour ne pas aliéner durablement la maîtrise des quais, sorte de passerelle entre la terre algérienne et la mer. L'équité intergénérationnelle. Les investissements chinois sont souvent assortis de dettes à long terme. Il faut veiller à ce que les conditions de remboursement n'épuisent pas les budgets publics au détriment des services sociaux et des générations futures. La diversification des partenariats. Conserver un lien stratégique avec la France et d'autres puissances régionales, Espagne, Italie, pays du Golfe, peut offrir des marges de manœuvre diplomatiques et économiques plus grandes. Verset Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Coran 16,90. Question inspirante. Comment concilier ouverture économique et justice envers les générations futures? Au-delà des flux financiers et des stratégies diplomatiques, la souveraineté maritime algérienne se révèle avant tout comme un appel divin à la responsabilité et à la justice. Face aux investissements chinois, aux présences françaises historiques et à l'horizon infini de la Méditerranée, souvenons-nous qu'Allah nous a confié cette terre et cette mer. À nous d'en être de fidèles intendants, gardiens à la fois de notre identité et de notre foi.